C'est dans la manière de se tenir, de se vêtir, dans le choix des mots jusqu'à la tonalité de la voix que va s'exprimer la charge raciale. Dans une société où les discriminations sont quotidiennes, les personnes non blanches passent leur vie, consciemment ou non, à s'adapter, à modifier leur manière d'être pour contrer les clichés que la société leur renvoie. Les agressions racistes visibles, qui pourraient donc tomber sous le coup de la loi, sont finalement bien moins fréquentes que tout ce qui peut être dit ou renvoyé vers les origines réelles ou supposées d'une personne racisée. Et des exemples, on va en entendre ce soir. Ce sont toutes ces agressions au quotidien qui fragilisent, finissent par atteindre la santé physique et mentale. La charge raciale et l'impact sur la santé. Voilà notre thème de ce soir. Bonsoir et bonsoir à vous, les trois invités. Merci pour votre présence ce soir. Je commence les présentations avec vous, Aïda Yancy. Vous êtes historienne et chargée de plaidoyer, formatrice spécialisée dans les questions de race, de genre, d'orientation sexuelle, d'oppression et de domination sociale. Océane Toukam, vous êtes juriste, consultante antiraciste, vous présidez Racism Search, une plateforme de sensibilisation aux aspects divers du racisme, et vous êtes membre du Forum des jeunes. Et des jeunes, on va en parler également parce que c'est un segment de la société très concerné, et je vais parler un peu plus doucement aussi par ces questions-là. Ambre Batipi, bonjour, vous êtes psychologue chez DC et d'ailleurs, un service de santé mentale situé à Molenbeek. Votre patientèle est multiculturelle, victime d'oppression, et c'est cet engagement qui vous a mené à cofonder You Belong, une association qui vise à lutter contre les discriminations par l'éducation, la psychologie et le droit. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander un mot, une expression, une phrase qui, selon vous, va définir la charge raciale. Je vais commencer avec vous, Océane. Pardon, excusez-moi, je commence déjà. Je suis désolée, Océane. C'est pas grave. Moi, je vais prendre un mot. Je dirais le mot hypervigilance. Mm-hmm. Voilà. Je laisse la parole. Ambre. Il y en a tellement qui se bousculent. J'hésite entre usure et suradaptation. On va définir tous ces termes-là, effectivement, Aïda. Moi, je partirais, je pense, sur poids et sur intime. Le poids sur les épaules. C'est ce poids sur les épaules et ça se répercute partout, y compris vraiment dans notre intimité. Alors, je vais vous laisser la parole en tant qu'historienne. D'où vient cette notion, ce terme de charge raciale ? Alors, la notion de charge raciale, elle existe dans la littérature des personnes racisées en milieu où elles sont minoritaires depuis le début de l'écriture autour de ça, y compris W.E.B. Du Bois parlait donc en effet de double consciousness. Maintenant, c'est un terme qui s'est très très fort, intégré dans notre société, particulièrement en francophonie. Autour de 2017-2018, par exemple, quand la BD d'Emma est sortie sur la charge mentale, et que donc pour les féministes, en fait, soudain, la charge mentale est devenue une phrase qui existait avant dans la littérature féministe, mais qui soudain est devenue vraiment un concept utilisé, réutilisé et manipulé. Et en fait, du coup, la charge raciale a été plus facile à expliquer de manière pédagogique à ce moment-là. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que dit Douce Dibondo dans son ouvrage. Elle explique qu'en fait, elle vient à la rencontre de ce terme de charge raciale. Voilà, on voit ici la charge raciale. Je cherche le sous-titre du livre, pardon. Vertige d'un silence écrasant. C'est ce silence justement qu'elle met en exergue en disant en fait, la charge mentale, on arrive à en parler facilement avec ce livre d'Emma, mais la charge raciale reste silenciée. Comment est-ce qu'on explique ça, ce silence autour de la charge raciale, Océane? Alors, je dirais que ce silence, pour moi, personnellement, il est aussi différent par rapport à où on se situe dans l'espace. Principalement, ici, en Belgique, dans un milieu aussi pas anglo-saxon, on a du mal à aborder toujours les questions raciales. On remarque bien la Belgique avec son passé colonial, ce déni et ce silence qui est toujours présent. Et donc, on ne peut pas parler de charge raciale sans parler de passé colonial. Et donc, c'est aussi un peu logique, je dirais, quand on regarde la France ou la Belgique et tous les autres pays européens, qui sont toujours dans une volonté de déni du passé colonial et de toutes les inhumanités qui ont été réalisées envers les personnes racisées et donc plus particulièrement les personnes noires. Et donc, de facto, on a un silence sur toutes les questions raciales. Déjà, dire « je suis
le racisme existe, parfois on nous dit encore qu'il n'existe pas. Donc cette question qui pourrait sembler banale est déjà mise de côté. Et donc c'est pour ça que pour moi, la charge raciale est aussi silenciée, parce que alors on va pas plus loin, on accepte déjà d'une part que le racisme existe, mais qu'en plus il a un impact réel et conscient sur tous les aspects de notre vie. Donc voilà, pour moi c'est pour ça qu'il y a encore un silence là-dessus. Et alors justement, si on doit entrer vraiment dans le vif du sujet sur cet impact sur le quotidien, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Il y en a un qui a sauté aux yeux tout à l'heure. Ambre, vous arrivez et vous dites: j'ai pris mon maquillage avec moi parce que ma carnation, ma teinte de peau, je ne sais pas si en maquillage il va y avoir. Ça fait partie, c'est un exemple comme un autre. Ouais. Effectivement, je me dis que c'est des réflexes que j'ai et que je n'y pense même plus. Mais finalement, ça implique une certaine hypervigilance, de toujours devoir penser, anticiper certaines choses en se disant que l'espace dans lequel je vais investir mon temps, dédier mon temps, ne va pas forcément faire un effort pour s'accommoder à moi ou pour m'intégrer comme étant dans ce qui est, comme si, en fait, il y aurait une différence entre ma présence et la tienne, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, je me suis dit, on ne sait jamais, autant prendre ma trousse de maquillage. Heureusement, j'ai été maquillée comme il fallait, mais on ne sait jamais. C'est ce on ne sait jamais que certaines personnes n'ont même pas à se poser comme question. Et donc là, on arrive déjà à une forme de charge raciale, qui est aussi une forme de charge mentale. Ouais. Ce on ne sait jamais, en fait, il peut s'appliquer à différents pans de la société, du quotidien. Aïda, vous disiez tout à l'heure dans l'intime, le on ne sait jamais aussi, j'entendais des témoignages de quand on vient aller boire un verre avec un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, des amis d'amis. En fait, il y a une espèce d'ultra-vigilance, hyper-vigilance, dont vous citiez tout à l'heure aussi, de qui j'ai en face de moi. Est-ce que je vais me sentir suffisamment en sécurité ? Oui, et je pense qu'en fait, dans la charge raciale, la subtilité est qu'en fait, en tant que personne racisée, quand on rentre dans un espace, on sait qu'on est perçu comme étant racisé. On sait que peu importe ce qu'on fait, on va être perçu comme étant racisé. Quand on sait on est noir, on est perçu comme étant noir. Et en fait, on ne sait jamais très bien quelles sont les attentes des personnes en face en fonction de qui est-ce qu'on a en face. Et donc, est-ce qu'on doit surjouer en fait ces attentes et donc remplir la case d'être cette personne solaire et comme on nous attend, ou est-ce qu'on va devoir au contraire essayer d'atténuer un maximum et faire ce qu'on appelle du code switching en anglais, donc le fait de changer de ton, changer de voix, changer de langage qu'on utilise au quotidien, utiliser en fait différentes manières de s'exprimer pour essayer soit de passer plus inaperçu, essayer de gommer un peu les traits et essayer de ne pas avoir l'air d'être cette personne racisée, ou au contraire, en fait, d'être là où on nous attend, parce qu'en fait, et particulièrement un public blanc, est souvent très très déçu si jamais on ne remplit pas les attentes qu'on attend de nous. Par exemple, si on sort danser. Oui. Comment ça, tu ne danses pas? Ou tu ne chantes pas. Oui, c'est ça. Si tu twerques pas, alors là, c'est grave. Ah, là, voilà. Bon. J'ai d'autres exemples qui me viennent. Par exemple, quelqu'un au travail, un homme noir, qui serait peut-être il serait attendu de lui qu'il soit un peu le Will Smith, quoi. Donc, il doit toujours être marrant et tout. Et s'il a envie d'être, je sais pas, calme, mais voilà, c'est décevant. Donc, il y a c'est parfois un fardeau de toujours devoir porter ce qu'on attend de nous, au risque de décevoir, quand on veut simplement être soi. Et c'est le fait de se dire aussi, mais si on veut être soi, ou simplement être ou paraître, ce sont des états normalement passifs, rien que ça cause déjà problème parfois. Et c'est ça qui pousse à l'adaptabilité, à ce filtre de respectabilité dont on parle. Exactement. Est-ce qu'on peut peut-être définir le filtre de respectabilité ? Je vais le définir avec mes termes dans ce cas-là. Le fil de responsabilité, pour moi, c'est, en tout cas dans le concept, encore une fois, il faut voir dans quel contexte on est. Donc là, on va prendre vraiment le milieu actuel, donc dans le contexte belge, dans un milieu majoritairement blanc. C'est qu'est-ce que la norme blanche définit comme étant respectable. C'est important de dire la norme blanche parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment la société blanche qui va nous imposer un terme de respectabilité. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui est respectable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple, je vais prendre un exemple un peu classique français, mais qui va permettre de comprendre. Aya était vue comme une personne non respectable. Donc, elle ne pouvait pas chanter. Aya Nakamura, on va préciser. Oui, parce que je dis Aya comme ça. C'est ma copine. Donc, vu qu'on se connaît tous apparemment. Donc, du coup, blague à part, Aya Nakamura n'était vue comme étant pas respectable pour faire les JO. Mais la norme de respectabilité, encore une fois, est imposée par qui? Par la société blanche, avec ses critères de respectable. Et donc, nous, en tant que personnes noires, et là, je vais prendre un exemple
personnel pour faire comprendre ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de droit. Le monde du droit est assez vu encore comme un monde très privilégié, très blanc aussi, et tout ce qui va avec tous les privilèges. Et donc, il est aussi attendu de moi, quand j'allais dans un éditoire ou quand j'allais me présenter pour dire que je suis juriste, d'avoir une certaine attitude, une manière de parler, une manière d'être habillée aussi. Et même avant, je portais pas des foulards dans mes cheveux, par exemple. C'est un petit détail, mais c'est quand même quelque chose, parce que c'était pas respectable d'avoir ce foulard sur ma tête, que je porte maintenant avec fierté. Parce que ça voulait dire quelque chose. Et donc voilà, pour moi, c'est ça, cette ligne de respectabilité, en fait. On l'entend. Ah, pardon. J'allais introduire le petit reportage parce que justement, ce poids qu'on entend, cette charge, il faut aussi des espaces pour se décharger. Et l'art peut être l'un de ces espaces. Ce week-end, je me suis rendue, et c'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré, Ambre, au festival Bouture à la Balsamine à Scarbeck. C'était le collectif Xeno qui organisait tout un festival sur la thématique de la santé mentale en lien avec les discriminations, le racisme notamment. On regarde. Xeno, c'est une plateforme artistique mobile, donc on n'a pas de lieu physique, mais on investit des lieux culturels comme des théâtres, comme ici à la Balsamine pour ce festival Bouture. On organise des performances, des conférences, toujours on prend l'art comme outil politique pour dénoncer ou pour visibiliser des problématiques sociales. La thématique de la santé mentale, elle est venue dans le sens plus structurel, donc pour dénoncer des discriminations telles que le sexisme, le racisme aussi, que ce soit dans le milieu artistique, culturel, mais aussi en écho dans la société. On a présenté une performance qui s'appelle Chante Collier. Et l'idée, c'était justement de crier ou de soulager la voix, les discours qui sont toujours silencieux dans les minorités, les femmes racisées. Il y en a certaines qui se sont mises à dire chute, mais c'était même peut-être un chute un peu qui pouvait être doux et bienveillant. Mais en fait, ce chute, pour moi, il a été genre méga injuste. Il a réveillé toute ma colère et ma révolte. Et en fait, c'est exactement ça, l'oppression. Quand tu es dans des minorités, justement, on te demande toujours, avant même, quand ta colère monte, en fait, tu dois te taire. Ferme ta gueule, en fait. D'ailleurs, que ça se joue dans l'espace public, c'était hyper intéressant parce que, justement, l'espace public n'est pas ton espace. En fait, il ne t'appartient pas. Pour nous, c'est très important de dénoncer à travers des outils artistiques et aussi décoloniser un peu les espaces culturels et aussi la santé en général. Il y a aussi des médecines ancestrales, des médecines chinoises, des médecines de l'Algérie, de la Tunisie. Ils ont déjà travaillé ces questions-là. Il y a des paradigmes autres avec lesquels on peut expliquer ou soigner nos maux. Voilà, alors soigner les mots, on y reviendra, mais avant ça, c'est vrai qu'il a été question lors de ce festival de l'actualité politique, l'actualité en Belgique, l'actualité à l'étranger. Et cette actualité-là, elle fait peser un poids aussi sur les personnes racisées de minorités visibles. De quelle manière est-ce que vous pourriez mettre des mots là-dessus ? Aïda ? En fait, je pense que quand on parle de charge raciale, c'est vrai que nous, ici, on a mentionné la déception qu'on peut créer chez les personnes blanches en ne remplissant pas un certain rôle, etc. Mais en fait, derrière cette notion, il y a aussi une vraie prévention du danger. Parce qu'en fait, pour les personnes racisées, on est souvent en danger dans l'espace public ou même dans un groupe. Le fait d'avoir cette charge veut dire que parfois, en fait, on gomme pour essayer de se protéger. Et un coup classique, par exemple, c'est comment est-ce que la charge raciale se met sur les parents et sur les enfants. Personnellement, moi, je suis maman. On a eu la discussion sur la race vraiment très très tôt. Les enfants sont tout à fait au fait que en fait, ce qu'ils font ne va pas être perçu de la même manière que ce que feraient leurs copains blancs. On sait par exemple qu'on a une imposition aux enfants d'être beaucoup plus adultes. Les enfants racisés, on attend d'eux d'être plus matures, on les adultise. Alors qu'on infantilise les parents racisés. On part du principe que, en fait, typiquement les femmes noires, on est bonnes à s'occuper des enfants des autres, jamais des nôtres. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de remarques en étant maman d'enfants plus clairs.
quand j'étais avec des bébés, avec des gens blancs qui viennent me voir et m'expliquer comment m'occuper de mes enfants. Mais ça a un impact, par exemple, on le voit maintenant, donc la semaine passée, ça fait une semaine, il y a eu le meurtre du petit Fabian dans un parc par la police, et en fait, on voit quand même que le délégué aux droits de l'enfant nous dit que sur les 20 faits de violence sur mineurs par la police, 100% étaient des enfants entre guillemets issus de la diversité, et c'est pas anodin. Et les commentaires qu'on lit maintenant sur le fait que mais qu'est-ce qu'il faisait dehors à 18h, pourquoi est-ce qu'il était, alors qu'en fait n'importe quel enfant à 18h en été, c'est pas tard pour être en train de jouer sur une trottinette dans un parc. Et on a eu d'autres exemples. On a eu le petit Mathis, par exemple, qui est un enfant noir de 9 ans qui, il y a quelques années, s'est retrouvé taclé par la police dans des positions extrêmement dangereuses dans le cadre de son école. Et ce sont des choses, en fait, où dans nos communautés, dans nos vies, c'est très fréquent. Et donc, en fait, on demande une survigilance dès l'enfance, en fait, à nos enfants. Et c'est aussi, j'imagine, la crainte qu'on peut avoir pour soi. Vous parliez du danger et de, comme je fais de nouveau référence à Douce Dibondo, mais elle met dans son livre vraiment cette mort presque imminente, en fait, qui peut survenir dans l'espace public. Et je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la parentalité, c'est-à-dire que j'imagine qu'on va avoir peur pour soi, mais qui plus est lorsqu'on a des enfants. Est-ce que ça, au sein du cabinet, dans les séances, est-ce que ça ressort, ça, la crainte pour soi et pour les autres ? Oui, totalement. Je peux prendre l'exemple de pas mal de jeunes que je suis, qui sont souvent d'ailleurs en décrochage scolaire, et ça montre bien la reproduction sociale de Bourdieu à travers le fait que des enfants issus de l'immigration n'ont pas le même capital culturel que certains enfants peut-être belgo-belges. Et donc, bref, avec toute cette reproduction sociale que je ne vais pas réexpliquer, on voit ce décrochage scolaire. Et donc, les parents sont totalement inquiets, avec la peur que ces enfants finissent dans des conditions ou dans une forme de criminalité. Donc, on sent vraiment une forme d'angoisse, d'hypervigilance de la part des parents et de la part des jeunes, une forme de désinvestissement et qui cache finalement aussi une forme de peur. Et c'est une manière de reprendre le contrôle face à cette peur, face par exemple aux institutions policières. Alors justement, je me tourne vers vous, Océane. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre du Forum des jeunes. Il y a eu des rapports qui sont sortis justement de comment est-ce que les jeunes se sentent face à ce racisme dont les jeunes sont également victimes, et sans doute pas avec les mêmes armes qu'on a quand on est adulte, avec aussi le caractère qui s'est affirmé, avec une manière de répondre aussi. Que disent ces rapports, si on a un ou deux chiffres à sortir, par exemple? Oui, en fait, on a fait l'état des lieux avec un rapport qui s'appelle « Le racisme en Belgique, non peut-être ». Tout est dans la question. C'était vraiment après les événements de Black Lives Matter, c'est une volonté vraiment des jeunes de parler de ces thématiques-là. Et en fait, ce qui ressort, mais sans surprise, c'est que dans le questionnaire, on a 64%, si je ne me trompe pas, 64% des jeunes qui du coup nous disent qu'ils n'ont pas confiance à porter plainte parce qu'ils savent que ça va servir à rien. Et ça veut bien dire aussi le rapport que les jeunes... Porter plainte suite à une agression raciste. Ouais. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le rapport qu'ont les jeunes avec la police. Et là, je parle des jeunes de manière générale. Mais alors, en plus, quand on se centre sur les jeunes racisés, la confiance est presque inexistante. Il suffit juste de regarder aussi, de lire les rapports de Police Watch, du coup, d'Alex Droits Humains, qui fait des rapports constants sur les violences policières qui sont majoritairement exercées sur, bien évidemment, un public, du coup, racisé, mais aussi un public jeune racisé. Et dans ce lien-là, en fait, les jeunes nous disent, on se rend compte qu'on n'a pas le droit d'être jeune, en fait. On n'a pas le droit d'être des enfants. Et ça nous rappelle aussi ce que disait tout à l'heure Aïssa, et du coup le fait que vu que les personnes noires, je vais prendre la négrophobie, sont les hommes noirs, sont vus comme étant un groupe homogène, en fait d'office qu'un enfant n'est pas un enfant, c'est un homme noir qui représente ces stéréotypes et les préjugés que la société leur a collés. Et donc ils n'ont pas l'occasion d'être jeunes. Sur ce que Aïda disait. Alors, je parlais donc de on parlait de cette charge raciale et comment se décharger, comment malgré tout essayer de se soigner de ces mots. Il nous reste très peu
temps par rapport à ce que je voulais vous diffuser. Je vais peut-être vous proposer cet extrait sur notre site internet afin qu'on continue la conversation en plateau. Et alors, je me tourne vers vous, Ambre. Donc, je l'ai dit, au sein d'ici et d'ailleurs, vous proposez cet accompagnement multiculturel presque. Mais vous êtes allé un poil plus loin en cofondant You Belong. Est-ce que vous pouvez me parler de cette initiative ? Oui, alors donc You Belong est une ASBL toute jeune, ça fait quelques mois à peine, que j'ai cofondée avec 2 amis, un avocat et une spécialiste en éducation. Et donc l'idée était vraiment de pouvoir allier nos expertises pour pouvoir créer des espaces de réflexion, des espaces de parole, des espaces de soins pour accompagner les personnes racisées ou victimes de discrimination en tout genre et proposer aussi des espaces de réflexion pour déconstruire les notions et décoloniser les esprits. Donc voilà. Et de l'importance aussi de se rassembler en collectif, de pouvoir parler entre soi dans des espaces où en fait il ne va pas y avoir cette notion de on va de nouveau faire de la pédagogie parce qu'il y a une personne qui est blanche dans le cercle. Des cercles de parole aussi. Oui, et je pense quand même au-delà de la question de la pédagogie, parce que même entre nous, parfois, on fait de la pédagogie. Au-delà de la pédagogie, c'est aussi de pouvoir exister sans devoir mettre de masque. C'est de pouvoir valoriser, en fait, la multiplicité de nos vécus, de nos expériences, de nos identités, même au sein d'un groupe qui peut paraître, à partir d'une norme blanche, homogène parce que autre. Et c'est des choses qu'on retrouve dans des milieux queer, en dehors des milieux LGBT, dans les milieux racistes, etc. Où en fait on essaye de créer des petites bulles de temps en temps pour être entre nous. Et en fait ce qui en ressort, c'est beaucoup de joie en fait. Et de plus en plus on travaille très très fort sur valoriser nos joies parce qu'en fait nos sujets, à chaque fois qu'ils sont abordés, c'est sur des questions de violence. Quand on se retrouve bombardé avec des images d'enfants qui ont été attaqués, avec des images... Enfin, c'est très, très violent, en fait, d'exister dans ce contexte-ci. La politique actuelle, les nouvelles sont souvent mauvaises. Et donc, en fait, pouvoir justement valoriser des moments de joie, de plaisir ensemble et de pouvoir regarder, en fait, la beauté qu'on peut représenter, la multiplicité possible, ça, c'est vraiment quelque chose qui soigne en profondeur, en fait. Totalement. Et qui ouvre les possibilités. Océane, est-ce que vous avez des endroits, des lieux, des espaces à préconiser ? Moi, là, je crée pour le moment. En fait, je suis frayée parce que je suis trop d'accord. C'est vraiment tellement important qu'on se célèbre, en fait. Et le CARE, de base, ça avait été aussi inventé par des militants, du coup, inventé, on s'entend, mais en tout cas organisé par le collectif Black Panthers dans une notion aussi de prendre du temps et une notion de guérison aussi. Et donc, moi, j'ai pas des endroits à recommander clairement. J'ai des lieux plutôt, des événements comme Fat Sabbath, où je trouve qu'on peut vraiment... Ils organisent de nombreux événements aussi, de nombreux ateliers en non-mixité, mais aussi sur le côté, moi j'ai un book club avec des amis. On a choisi d'être un book club que entre femmes noires. Et ça fait un bien fou en fait, et on prend des sujets, voilà. En fait il y a aussi une possibilité, c'est ce qu'on disait avec des jeunes aussi, une possibilité avec les jeunes du quartier d'organiser des moments aussi en non-mixité comme ils le veulent, ils ou elles le veulent, en dialoguant. De plus en plus ces espaces se créent, et donc j'invite à continuer à créer ces espaces, quoi. Vraiment. Et de l'importance aussi de trouver des espaces de soins où lorsqu'on s'y rend, étant déjà vulnérable dans ce moment-là, on ne se retrouve pas exposé à de nouvelles oppressions, de nouvelles discriminations, Ambre. Totalement. C'est vrai que par exemple, si je prends l'exemple d'un homme arabe ou noir, le fait qu'il soit homme, le fait qu'il soit racisé, va incomber peut-être cette honte d'accepter de devoir voir un thérapeute, d'aller en thérapie, de se faire soigner. Donc il y a toute cette stigmatisation autour de la santé mentale, surtout chez les hommes, en plus racisés. Mais comment ça, tu es un homme fort, enfin, tu es un homme noir, pourquoi tu... Et donc l'idée, par exemple, à d'ici et d'ailleurs, c'est de pouvoir accueillir tout type de personnes racisées, issues de l'immigration, ou dans des situations précaires. Et comme il y a aussi une équipe multiculturelle, l'idée est aussi d'avoir cette représentativité. Donc par exemple, ça peut déjà être rassurant de se dire qu'un thérapeute est racisé lui aussi. Donc déjà là, il y a peut-être déjà un point en moins. On ne va pas devoir s'expliquer ou se justifier sur le fait d'être et d'être en souffrance. Ça, je pense que ça aide beaucoup. Et alors, de nouveau aussi, des lieux collectifs qui peuvent permettre à ce que se sentir moins seul dans ce qu'on vit, dans cette souffrance,
peut aussi aider. Ce que vous venez de dire, ça me fait penser à une émission qu'on a réalisée sur la masculinité positive, où il y avait aussi des initiatives de groupes de parole d'hommes racisés qui effectivement prenaient le temps de prendre soin d'eux aussi et de leur santé mentale. C'est hyper important de mettre en avant aussi, effectivement. Merci infiniment à vous trois. L'émission est déjà terminée. Je savais que ça allait passer super vite. Merci infiniment pour votre temps et tous vos beaux mots qui seront donc à retrouver, comme d'habitude, sur notre site internet bx1.be. Dans le corps de l'article, je vous propose de mettre quelques recommandations de lecture aussi. Je me tourne vers Océane avec le Book Club. Ça peut être sympa, peut-être, ouais. Et Aïda et Ambre, évidemment, par rapport à leur réseau et toutes leurs ressources. Merci infiniment de nous avoir suivis une fois encore. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite sur BX1. Salut!